Henri Christophe, général de brigade commandant l'arrondissement du Cap, au général en chef Leclerc. Votre aide de camp, général, m'a remis votre lettre de ce jour. J'ai eu l'honneur de vous faire savoir que je ne pouvais vous livrer l'effort et la place confiée à mon commandement qu'au préalable j'ai reçu les ordres du gouverneur général Toussaint Louverture, mon chef immédiat de qui je tiens les pouvoirs dont je suis revêtu. Je veux bien croire que j'ai affaire à des Français et que vous êtes le chef de l'armée appelée expéditionnaire, mais j'attends les ordres du gouverneur à qui j'ai dépêché un de mes aides de camp pour lui annoncer votre arrivée et celle de l'armée française. Et jusqu'à ce que sa réponse me soit parvenue, je ne puis vous permettre de débarquer. Si vous usez de la force dont vous me menacez, je vous prêterai toute la résistance qui caractérise un officier général, et si le sort des armes vous est favorable, vous n'entrerez dans la ville du Cap que lorsqu'elle sera réduite en cendres. Et même dans cet endroit, je vous combattrai encore. Vous dites que le gouvernement français a envoyé à Saint-Domingue des forces capables de soumettre les rebelles. Si l'on devait y en trouver, c'est vous, qui venez pour en créer parmi un peuple paisible et soumis à la France d'après les intentions hostiles que vous manifestez, et c'est nous fournir des arguments pour vous combattre que de nous parler de rébellion. Quant aux troupes qui, dites-vous, débarquent en ce moment, je ne les considère que comme des châteaux de cartes que le moindre vent doit renverser. Comment pouvez-vous me rendre responsable des événements? Vous n'êtes point mon chef. Je ne vous connais point, et par conséquent, je n'ai aucun compte à vous rendre jusqu'à ce que le gouverneur Toussaint vous ait reconnu. Pour la perte de votre estime générale, je vous assure que je ne désire pas la mériter au prix que vous y attachez, puisqu'il faudrait agir contre mon devoir pour l'obtenir. J'ai l'honneur de vous saluer, signé Henri Christophe. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, mise en nom de Juni l'image, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. J'espère que vous allez bien. Cette semaine ramène un double anniversaire. Le 6 octobre dernier, c'était l'anniversaire de naissance du roi Henri Christophe. Il faut peut-être renommer à proprement parler Christophe Henri, puisque Henri est son nom de famille. Et le 8 octobre ramenait aussi le 200e anniversaire de sa mort, puisqu'il s'est donné la mort le 8 octobre 1820. Le sujet s'impose de lui-même. Je vais vous présenter ce personnage plus grand que nature, ce personnage hors série. Nous allons, comme nous l'avons fait pour Jean-Jacques Dessalines, présenter quelques éléments biographiques de cette personnalité haut en couleur. Donc, et dans un deuxième temps, nous vous parlerons surtout, n'est-ce pas, de la politique publique du roi Christophe Henri. Comme nous l'avons fait pour Jean-Jacques Dessalines, puisque le roi Henri a régné d'abord comme président et ensuite comme roi sur le nord d'Haïti de 1806 à 1820. Nous allons donc vous présenter le roi Henri Christophe ou Christophe Henri en 14 points. La lettre que je vous ai lue au début de l'émission est un extrait de sa correspondance avec Leclerc, le beau-frère de Bonaparte, que ce dernier avait expédié justement à Saint-Domingue pour rétablir l'ordre.
et pour soumettre à l'autorité française, n'est-ce pas, les généraux, les officiers qui s'étaient rebellés en proclamant, si vous voulez, le général Toussaint Louverture comme gouverneur général à vie de Saint-Domingue. Et là, on a une idée de la personnalité du personnage qui a dit à Leclerc: je ne vous reconnais point comme chef, je ne vous laisserai entrer dans la ville que je dirige, la ville dont j'ai le commandement, que lorsque j'en aurai reçu l'ordre formel de mon chef à moi, le seul que je connaisse, n'est-ce pas, le gouverneur général Toussaint Louverture, et si vous deviez entrer dans cette ville de force, je vous combattrai, quitte à réduire la ville en cendres. Et il ajoute: même sur les cendres, je vous combattrai encore. Quant à votre estime, on va le dire, j'ai rien à foutre. Ce qui compte pour moi, c'est mon devoir d'obéissance vis-à-vis du gouverneur Toussaint Louverture. On s'arrête ici, la table est mise. Je vais donc vous présenter ce personnage haut en couleur qu'est le roi Christophe Henri. Restez là. Et entre-temps, vous connaissez le rituel, je vous invite à vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Nous allons aujourd'hui encore parler des vraies affaires. Et mon intention aujourd'hui, elle est claire, c'est de nous inspirer de la vie de ce personnage, de ses réalisations, pour nous rappeler que nous sommes un grand peuple et que en nous vit un Christophe, de même qu'en nous vit un Dessalines, et que si nous savons comment puiser en nous la même énergie qui a animé le roi Christophe Henri, eh bien nous ferons de plus grands exploits encore que lui. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Avant la pause, je vous avais promis de vous parler de ce personnage haut en couleur, de ce personnage hors série, qu'est le roi Henri Christophe, ou mieux Christophe Henri. Donc je vais commencer par vous fournir quelques éléments biographiques avant de vous présenter quelques éléments de politique publique et tirer quelques leçons pour la génération actuelle. Le roi Henri est né le 6 octobre à l'île de la Grenade, qui en ce moment-là, en 1767, était une île britannique. 1767, c'est une date convenue puisque c'est la date que le concerné a adopté, à en juger par l'almanach royal. L'un de ces almanachs relate la date de sa naissance et il est né le 6 octobre 1767. Sauf que c'est une date qui pose problème parce que on va retrouver Henri, on va appeler Henri Christophe, en 1779 à la bataille de Savannah comme soldat, que ce soit comme tambour ou bien comme courriériste. Cela voudrait dire que si on retient effectivement l'année 1767 comme année de sa naissance, cela voudrait dire qu'en 1779, il n'a que 12 ans et c'est invraisemblable qu'à l'âge de 12 ans, on recrute un enfant pour être soldat au sein des chasseurs volontaires pour aller combattre, n'est-ce pas, pour l'indépendance américaine. En sorte que nous sommes plusieurs à penser qu'il est peut-être né en 1757, ce qui lui donnerait 22 ans
lorsqu'on le retrouve en 1779 sur le théâtre de la guerre, n'est-ce pas, en Géorgie, à Savannah. Bon. L'autre sujet à débat, c'est est-ce que Henri est né sur une plantation d'esclaves? Est-ce qu'il est né dans l'esclavage? En fait, les historiens sont divisés. Il y en a qui disent oui, il est né comme esclave et que il fut effectivement vendu à Saint-Domingue comme esclave à l'âge de 11 ans. Est-ce qu'il fut vendu comme esclave à l'âge de 11-12 ans? C'est tout à fait possible, puisque comme on le sait, l'esclave appartenait à son maître et l'enfant de l'esclave appartenait aussi au maître, et le maître pouvait en disposer comme il voulait. Est-ce que Henri était un garçon, un esclave à ce point turbulent que le maître a voulu le vendre pour éviter que son mauvais exemple ne soit suivi par d'autres? Tout à fait possible. Ou, selon l'autre version, est-ce que Henri a été confié à un armateur de bâtiments par son grand-père pour qu'il apprenne la discipline et que, arrivé à Saint-Domingue, il se soit enfui de cet armateur de bâtiments pour pouvoir mener la vie qui lui plaisait? C'est tout à fait possible. Les historiens sont partagés à ce sujet et nous n'avons pas à trancher. Le fait est que on retrouve Henri Christophe. D'où vient le mot Christophe? C'est parce qu'on pensait à un moment donné qu'il était arrivé de l'île de Saint-Christophe. Donc on lui a collé le prénom Christophe. Et donc on a retrouvé Henri Christophe à Saint-Domingue, colonie française d'alors, autour de 11-12 ans. La première fois qu'on va le retrouver, il va travailler dans un hôtel, restaurant du nom de La Couronne au Cap-Français. Il va commencer au bas de l'échelle comme palefrenier, c'est-à-dire qu'il s'occupait des chevaux des visiteurs qui arrivaient à l'hôtel, qui arrivaient au restaurant, et il va monter en grade, il va devenir cuisinier, plus tard chef cuisinier, plus tard même gestionnaire de cet hôtel-restaurant, et plus tard propriétaire de cet hôtel qui est devenu, sous sa gouverne, le plus grand hôtel des Caraïbes. Bon. En 1779, il va être recruté au sein des chasseurs volontaires, ces soldats de Saint-Domingue qui sont allés prêter main forte aux Américains qui se battaient alors pour leur indépendance, et apparemment Christophe va se distinguer, il va briller, il va se signaler, Henri Christophe, à l'attention de ses supérieurs, si bien qu'au terme de la guerre, écoutez bien, il a reçu ce qu'on appelle une bourse d'or. La bourse d'or, c'est un cachet qu'on remettait à certains officiers qui se sont signalés pour leur bravoure, pour leur génie, pour leur intelligence. Et c'est pour ça que je dis, il n'est peut-être pas né en 67 parce que la bourse d'or, c'est des cachets qu'on remettait pas à de simples soldats, mais à des officiers. Donc s'il avait 12 ans à ce moment-là, il ne l'aurait pas eu cette bourse d'or. Et le jeune homme, doté d'un sens d'affaires extraordinaire, va choisir de rester aux États-Unis pendant 4 à 5 ans. Il va ouvrir, écoutez bien, des magasins généraux, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des quincailleries, d'abord à Savannah, dans l'État de Géorgie, et plus tard dans l'État de la Floride, et ces affaires vont être prospères. Imaginez l'intelligence, nous sommes au XVIIIe siècle,
les États-Unis sont un pays esclavagiste, sont un pays où la séparation des Blancs d'avec les Noirs, n'est-ce pas, est officialisée. Voilà un étranger qui arrive, qui reçoit une bourse d'or parce qu'il s'est signalé comme soldat, comme officier dans la bataille de Savannah. Il reçoit donc un cachet et plutôt que de rentrer tout de suite à Saint-Domingue, il ouvre des magasins généraux, des quincailleries aujourd'hui. Ses affaires sont prospères. Il reste là pendant 4 à 5 ans. Il va donc rentrer à Saint-Domingue et là, c'est un homme relativement à l'aise économiquement qui entre et il entre, nous dit-on, avec 2 enveloppes au cas où on voudrait le faire retourner à l'esclavage, qu'il puisse racheter sa liberté. Bon, cela ne fut pas le cas. Personne n'a tenté de lui ravir sa liberté. On va le retrouver encore une fois dans l'hôtellerie qui va devenir l'hôtel La Couronne, qui va devenir, n'est-ce pas, sa propriété, mais il ne va pas faire que cela. On va le retrouver aussi comme vendeur de chevaux. Entre-temps, il se rendait à l'est de la colonie, ce qui est aujourd'hui la République dominicaine. Il y achetait des chevaux qu'il venait vendre, n'est-ce pas, au Cap Français, et les affaires de l'homme marchaient. Henri était un homme prospère. Et là, nous sommes justement dans une ambiance révolutionnaire à Saint-Domingue, et lui, plutôt que d'assister passif à la révolte des esclaves, eh bien, il va décider de s'engager sous les ordres de Toussaint Louverture pour conquérir la liberté des Noirs, ses frères. Eh bien, vous notez déjà quelque chose d'extraordinaire. On a déjà dit que seuls ceux qui n'ont rien peuvent être des révolutionnaires, parce que qu'est-ce que c'est que la révolution sinon qu'un renversement radical des choses? Ceux qui n'ont pas veulent renverser les choses, veulent bouleverser l'ordre établi pour avoir quelque chose. Or, Christophe Henri est riche, il est prospère et il va devenir plus tard propriétaire de cet hôtel La Couronne parce que dans l'ambiance révolutionnaire, le propriétaire va choisir, le blanc, va choisir de vendre, n'est-ce pas, l'hôtel, et qui va l'acheter, c'est Christophe. Ça n'empêche pas Christophe d'être enrôlé sous les ordres de Toussaint Louverture pour réclamer, n'est-ce pas, la liberté pour ses frères. Et l'homme va entrer, n'est-ce pas, comme soldat, comme lieutenant. Il va monter en grade sous l'autorité de Toussaint Louverture, jusqu'à devenir plus tard, et on va en parler, président et roi d'Haïti. Et à chaque fois que cet homme est responsable d'une ville, à chaque fois qu'il est responsable d'un arrondissement, à chaque fois qu'on lui confie une mission, eh bien il accomplit cette mission avec toute l'énergie qui le caractérise, avec toute la discipline qu'on lui reconnaît. Et donc, comme on le sait, Toussaint Louverture va être déporté. Nous allons poursuivre la bataille contre les Français. Nous allons remporter donc une victoire déterminante en novembre 1803. Haïti va devenir indépendante le 1er janvier 1804. Christophe va être l'un des hommes de confiance du premier homme d'État haïtien, n'est-ce pas, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, dont on va parler, dont on a déjà parlé, dis-je. Cet empereur sera assassiné en octobre 1806 et à son assassinat, le pouvoir est revenu donc à Henri Christophe. Et donc de 1806 jusqu'à 1820, on va retrouver cet homme d'abord comme président, et à partir de 1811 comme roi jusqu'à sa mort en 1820, ces éléments biographiques étant présentés, ce qui m'intéresse à partir de maintenant, c'est ce qui caractérise l'administration de Christophe, ce qui caractérise sa personnalité et surtout quelles leçons nous pouvons tirer
de la vie de cet homme. Et puisqu'il a régné sur Haïti ou sur une partie d'Haïti entre 1806 et 1820, j'aimerais le présenter en 14 points. Le premier point à retenir de Christophe, c'est sa discipline. J'ai une bonne amie qui me dit qu'elle a l'impression que Christophe pouvait compter sa respiration. C'était un homme à ce point discipliné qu'on dirait qu'il incarne justement la rigueur. Il est discipliné en affaires, il est discipliné sur le champ de bataille, il est discipliné en tant que président, il est discipliné en tant que roi, il est discipliné en tant que, justement, administrateur public. Le premier trait qui caractérise cet homme, c'est sa discipline. Et parce qu'il est discipliné, il a prouvé qu'il était maître de son destin. Un professeur a déjà dit de Christophe, au fait, Christophe, c'est un garçon de rue qui est devenu roi. Imaginez, quand on parle de garçon de rue aujourd'hui, c'est des gens qui, littéralement, n'ont pas d'avenir. Si on réfléchit sur, n'est-ce pas, le sort qui est réservé à un garçon de rue, eh bien, on prend pitié de lui, on dit, mais bon Dieu, comment est-ce qu'il va devenir quelqu'un, ce garçon? Comment est-ce que cette jeune fille va devenir, n'est-ce pas, quelqu'un, puisque il ou elle n'a pas de parents, il doit rouler sa bosse de par le monde pour, n'est-ce pas, se faire un nom. Et quand on regarde, n'est-ce pas, la vie de Christophe, c'est aussi ça. Un jeune homme qui arrive dans son adolescence, n'est-ce pas, dans un autre pays, dans un autre contexte, il n'a pas de parents, il doit tout réapprendre, et le voilà qui, petit à petit, en posant les jalons, en apprenant, n'est-ce pas, ce qu'il faut apprendre de son environnement, va non seulement être recruté dans l'armée, mais avant, il va être un homme d'affaires prospère, que ce soit à Saint-Domingue ou aux États-Unis, et qui va devenir roi. Ce sont des leçons que j'aime enseigner, que j'aime m'enseigner à moi-même. Ce sont des leçons que j'aime partager avec les autres, à savoir si on est suffisamment discipliné, on peut transformer même ceux qui, en apparence, est mauvais. On peut transformer même ceux qui nous paraissent, n'est-ce pas, insurmontables par notre discipline. On peut tout transformer en tremplin pour sauter jusqu'au plus haut sommet de la société, pour sauter jusqu'au plus haut sommet de la vie. Eh bien, Henri Christophe est un bel exemple de cela. Du garçon de rue qu'il était, pour reprendre la formule du professeur Belangelo, eh bien, il est devenu un monarque et l'un des plus respectables, l'un des plus respectés de l'histoire des peuples noirs. Eh bien, c'est aussi un homme qui aimait le travail. Que ce soit comme garçon, lorsqu'il est arrivé à Saint-Domingue, il a commencé comme valet de chevaux, ensuite comme cuisinier, ensuite comme chef, ensuite comme gestionnaire de l'hôtel, enfin comme propriétaire de l'hôtel, qui est, je le reprends, qui est considéré comme le plus grand hôtel des Caraïbes en ce temps-là. Mais lorsqu'il est devenu chef d'État, le roi Christophe, d'abord comme président, ensuite comme roi, est connu pour être un travailleur infatigable. On n'a qu'à lire, par exemple, le Code Henri. Rien n'est laissé au hasard. Et je vous invite à vous faire ce plaisir. Vous savez, le site de l'université Duke détient une archive extraordinaire sur l'administration du roi Henri Christophe. Je vous invite, n'est-ce pas, à vous y rendre. Un petit tour sur ce site-là. Vous allez tomber sur les textes originaux de Christophe, en français en plus, n'est-ce pas? Rien n'est laissé au hasard dans le Code Henri. Un code de plusieurs centaines de pages où tout est défini. Rien n'est laissé au hasard. Donc, l'amour du travail. Et vous savez, le roi Henri disait qu'il est prêt à faire du peuple haïtien un exemple d'orgueil, un exemple de fierté par le travail.
Et je pense que il a réussi parce que pendant les 14 ans de son administration, son royaume fut un royaume prospère. Commerce avec des nations étrangères, les caisses de l'État, n'est-ce pas, étaient garnies en millions de dollars or, et personne, aujourd'hui encore, ne peut signaler quelque acte de corruption qui ait pu, n'est-ce pas, se produire sous l'administration de Christophe. L'homme était reconnu non seulement pour sa discipline, pour son travail, mais pour son honnêteté. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit sur les chefs d'État, les gouvernements dans les pays noirs, c'est rare qu'en parlant d'eux, on ne parle de corruption. On va dire que tel chef d'État s'est servi, n'est-ce pas, de la caisse publique pour s'enrichir, pour enrichir sa famille. Dans le cas de Christophe, ce fut le contraire. Avant de devenir homme d'État, Christophe possédait une flotte maritime de plusieurs dizaines de bateaux. Et lorsqu'il est devenu chef d'État, vous savez quoi? Il a fait don de 10 bateaux à l'État haïtien. Et à sa mort, savez-vous quoi? Il détenait 3 comptes étrangers. Un compte pour le citoyen Henri, un compte pour le général Henri et un compte pour le roi Henri. Le compte du citoyen Henri était, n'est-ce pas, légué à sa famille, sa femme et ses filles. Le compte du général Henri, compte qui se trouvait à la banque, n'est-ce pas, de Londres, était réservé pour aider l'armée d'Haïti. Et le compte du roi Henri était réservé pour aider Haïti. Qu'est-ce qui est advenu de ces deux comptes-là? Le compte du roi Henri, le compte du général Henri, personne ne sait. Il faudra que des étudiants ou bien que des historiens poussent la question. Mais voilà un homme qui, plutôt que de s'enrichir à même les caisses publiques, a plutôt enrichi les caisses publiques de ses biens personnels. Le roi Henri entre dans l'histoire pour être celui qui incarnait l'orgueil de la race. Il disait du peuple noir qu'il n'a rien à envier aux autres peuples. Et l'homme l'a prouvé, par exemple. Vous n'avez qu'à jeter un œil sur ce qu'il a réalisé en termes de châteaux. Vous n'avez qu'à jeter un œil sur ce qu'il a réalisé en termes de construction de palais, en termes de construction de forts. Pensez, n'est-ce pas, à la citadelle La Ferrière. Pensez au palais Sans Souci. Pensez au palais aux 365 portes. Ce sont là des constructions qui sont reconnues par l'UNESCO comme un patrimoine mondial, un patrimoine de l'humanité. L'homme a construit des écoles. Ah, ça c'est un autre trait qu'il faut retenir de l'administration de Christophe. Cet homme avait une passion pour l'éducation, car il disait la seule façon de faire passer un peuple de l'état de nature à un état de civilisation, c'était par l'éducation. Et pour éduquer son peuple, il ne ménageait aucun effort. Il faisait venir des professeurs de l'Angleterre, il faisait venir des professeurs des États-Unis et il y avait des écoles partout dans son royaume. On parle de plusieurs centaines d'écoles. Et pour prouver cela, vous savez, sous son règne, la population de son royaume était évaluée à 240 000 âmes, 240 000 personnes, et en un rien de temps, il a réussi à alphabétiser près de 72 000 personnes, ce qui correspond grosso modo à 30% de la population. Imaginez. Sous son règne, il répartissait la population en 3 missions. Soit que vous étiez dans l'armée, soit que vous étiez engagé par l'État dans les travaux de construction publique, les forts, les châteaux, les palais, soit que vous étiez à l'agriculture. Quant aux enfants, ils devaient se rendre à l'école.
Et vous savez quoi? Pour alphabétiser les adultes qui, eux, pendant le jour, étaient dans l'armée, pendant le jour, étaient dans les travaux de construction, pendant le jour, étaient dans l'agriculture, eh bien, ce sont les jeunes qui ont été à l'école pendant le jour. Les meilleurs d'entre eux, le soir maintenant, devaient alphabétiser les adultes, ceux qui travaillaient dans les champs, ceux qui étaient dans la construction, ceux qui étaient dans l'armée et qui de jour n'avaient pas le temps d'aller à l'école. Eh bien, c'était ces jeunes-là, selon la méthode lancastarienne, n'est-ce pas, qui devaient éduquer, n'est-ce pas, ces adultes. Et sa méthode a porté fruit, puisqu'en un rien de temps, 30% de la population fut alphabétisée. Christophe a créé une université dans son royaume. C'était l'Académie royale. Et vous savez quoi? On y enseignait la médecine, on y enseignait les beaux-arts, on y enseignait les mathématiques, on y enseignait l'astronomie. Car il se disait, si on doit tirer un peuple vers le haut, il faut non seulement éduquer les jeunes, donc les enfants, commencer à ce qu'on appelle aujourd'hui l'école primaire, mais il faut aussi continuer à éduquer ceux qui ont déjà les éléments de l'éducation et pousser leur éducation vers le sommet. La musique, la médecine, les mathématiques, l'astronomie. Et pour s'assurer que rien ne manquait à ce projet éducatif, Christophe a même créé une imprimerie, n'est-ce pas, dans son royaume, en sorte que on pouvait produire les livres, on pouvait produire, n'est-ce pas, le matériel dont on avait besoin pour l'éducation de son peuple. Quel homme! Nous sommes quand même au 19e siècle. On s'arrête ici, je vous reviens après la pause que voici. Salut la famille! Ça fait déjà 7 mois, oui 7 mois que cette belle aventure a débuté sur YouTube pour le Dr JFA. En 7 mois, nous sommes maintenant 18 000 abonnés. Merci! L'émission Lumière sur le Monde existe depuis plus de 17 ans sur les ondes de la radio haïtienne à Montréal. Aujourd'hui, nous sommes à travers le monde. Merci de votre fidélité. Merci de vous être abonné à cette chaîne panafricaine et vaudou. On est ensemble. Une autre leçon à tirer du roi Henri Christophe, c'est qu'avec lui, aucun sacrifice n'est trop grand pour le bien de son peuple. Et là, il faut que je fasse un petit élément d'histoire. Vous notez que depuis le début de l'émission, je parle du roi Henri ou bien du roi Henri Christophe. C'est parce que, à compter de 1806, il y a eu une scission dans le pays. Parce que, à la mort de Dessalines, la question s'est posée, mais quel régime faut-il, quel régime politique faut-il donner à ce pays? Et alors, on voulait une république et on a voté une nouvelle constitution, sauf qu'à en juger par le contenu de cette constitution, Christophe a compris que le pouvoir véritable allait être aux mains, n'est-ce pas, de ses parlementaires, ses sénateurs, etc. Et il en est résulté une division, en sorte que, à compter de 1806-1807, on a eu la République de l'Ouest et le royaume à compter de 1811, ou, n'est-ce pas, la partie nord qui va être dirigée par le président Christophe dans un premier temps, et plus tard, n'est-ce pas, le roi Henri Christophe. Et ce qu'on a compris avec Christophe, c'est qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand on sert son peuple, quand on sert son pays. Vous savez, avant même l'indépendance d'Haïti, lorsque il fallait signifier aux Français qu'on voulait vivre libre ou mourir, l'un des mots d'ordre, c'était la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire, il fallait mettre le feu partout pour faire comprendre aux Français que s'ils doivent revenir et tenter de nous, n'est-ce pas, de nous ramener à l'esclavage, eh bien, ils trouveraient une terre brûlée. Et je vous ai dit que Christophe, alors, comme il l'a toujours été, était un propriétaire prospère, un riche propriétaire d'hôtels et de restaurants. Vous savez quoi? Il était l'un des premiers à mettre le feu dans ses propriétés. Et lorsqu'il est devenu président et roi, l'homme a prouvé qu'aucun sacrifice n'était trop grand pour servir son peuple, pour servir son pays.
Déjà, il a fait don d'une flotte de 10 bateaux à son pays, et dans son désir de se sacrifier, n'est-ce pas, pour son peuple, il n'est pas jusqu'à son fils qu'il ne fut prêt à abandonner, pour ainsi dire, plutôt que de faire des compromissions avec Bonaparte. Et là, c'est un élément qu'il me faut ramener. Vous savez, comme cela se faisait autrefois, les gens prospères, les gens qui en avaient les moyens, envoyaient leurs enfants étudier, que ce soit en Angleterre ou bien en France. Eh bien, le fils aîné de Christophe, dès l'âge de 9 ans, n'est-ce pas, était placé dans un pensionnat en France pour y étudier. Et Bonaparte, dans sa scélératesse, voulant faire du chantage avec Christophe, lui a fait cette menace. Vous ne devez pas vous mêler de la révolution, autrement vous ne reverrez plus jamais votre fils. Vous ne reverrez plus jamais votre garçon. Et vous savez quelle fut la réponse de Christophe? Comprenez le sens de sacrifice de cet homme. Ma femme est belle et jeune, je suis jeune, nous en aurons d'autres enfants. Plutôt que de compromettre les idéaux de la révolution, plutôt que de compromettre les idéaux de la liberté du peuple noir, il a dit à Bonaparte, si votre scélératesse vous porte à prendre en otage, n'est-ce pas, un adolescent qui ne vous a rien fait, eh bien, vous n'allez pas pouvoir m'entraîner dans votre bassesse, dans votre mesquinerie. Ma femme est belle et jeune, je suis jeune, nous en aurons d'autres enfants. Quel homme! Et vous savez, sous Christophe, justement, on a eu la deuxième flotte maritime, que ce soit la deuxième flotte maritime commerciale, mais la deuxième flotte maritime militaire après les États-Unis. Sous Christophe, notre hôtel de la monnaie, ça c'est un élément de fierté, a produit les deuxièmes pièces de monnaie les plus parfaites au monde après la Suisse, en sorte que de partout, des États-Unis, de l'Europe, de partout, on venait en Haïti pour faire battre, n'est-ce pas, les monnaies, parce que notre hôtel de la monnaie produisait les deuxièmes pièces de monnaie les plus parfaites au monde. Christophe menait une vie internationale sans complexe. Et là, je vous invite encore une fois à jeter un œil sur le manifeste du roi. Ça, c'est un livre, n'est-ce pas, qu'on retrouve sur le site de Duke University. Et dans ce manifeste, on retrouve les correspondances du roi, que ce soit avec les parlementaires britanniques. On parle de William Wilberforce, de Thomas Clarkson. On parle de sa correspondance avec d'autres monarques, que ce soit en Europe ou en Afrique. L'homme menait une vie internationale en tant que monarque, en tant que chef d'État d'une république modèle sans complexe. Le roi Henri-Christophe, c'est l'homme qui allait chercher les compétences là où elles se trouvent. Vous savez que sa garde prétorienne, sa garde personnelle en tant que roi était formée des meilleurs soldats qu'il faisait venir du royaume du Dahomey. C'était justement la royale Dahomey. La garde personnelle de la reine, son épouse, était elle aussi constituée de femmes qui arrivaient de l'Afrique. Donc voilà un homme qui n'avait pas ce complexe-là que l'on retrouve, n'est-ce pas, aujourd'hui dans certains gouvernements. Il allait chercher les compétences là où elles se trouvent. Imaginez, nous sommes quand même au début du 19e siècle. Et puisqu'il croyait en la capacité de son peuple de faire autant que les autres peuples, sinon mieux que les autres peuples, l'homme n'hésitait pas à prouver à qui voulait bien l'observer ce dont son peuple était capable. On raconte qu'un monarque avait fait don d'un carrosse en or au roi Henri-Christophe.
Et là, il a reçu le cadeau avec beaucoup de joie. Et au moment où les émissaires de ce monarque devaient repartir, il les a invités à rester quelque temps. Et après quelque temps, lui aussi a envoyé donc un cadeau par les émissaires à ce monarque. Emballé, dit-on. Et lorsque le monarque a déballé le cadeau, il s'est aperçu que c'est aussi un carrosse en or. Et il a mal pris la chose. Il a écrit au roi Henri Christophe pour dire que c'est un geste inamical que de retourner à un homologue un cadeau qu'il vous a envoyé de bonne foi. Et Christophe de lui dire non, je ne vous ai pas retourné le cadeau. Regardez en dessous du carrosse, de tel côté, vous verrez mes initiales. Vous savez quoi? Pendant que les émissaires étaient restés dans le royaume du Nord, Christophe a eu le temps de faire un carrosse à l'identique et en or pour prouver à ce monarque européen que le peuple haïtien n'avait rien à envier en termes de savoir-faire, en termes de professionnalisme, en termes d'intelligence. Car l'homme tenait non seulement à l'éducation, mais également à l'apprentissage des métiers. L'apprentissage des métiers mécaniques. Il voulait que sa population soit formée d'hommes et de femmes qui exercent tous ou toutes une profession ou un métier. Le roi Henri Christophe valorisait les métiers et pour lui, il n'y a rien que le peuple haïtien n'ait pu obtenir s'il était éduqué ou instruit à cet effet. Christophe, c'est aussi l'homme d'une administration publique impeccable. Vous savez, nous sommes au début du 19e siècle. Lorsqu'on considère les plans de construction de ces palais, le tracé des rues, les aqueducs, le système hydraulique, de ce début du 19e siècle, on disait, mais l'homme était un visionnaire hors pair. C'était un visionnaire extraordinaire. Christophe a même amorcé, si vous voulez, l'industrialisation de l'agriculture. Il faisait venir de l'Angleterre des professionnels qui arrivaient justement dans son royaume avec des machines à labourer pour enseigner les débuts d'industrialisation aux agriculteurs, aux paysans de son royaume. C'était un homme qui voulait la perfection et rien d'autre. Vous n'avez qu'à considérer les palais qu'il a fait construire. Vous n'avez qu'à considérer les forts, les châteaux qu'il a fait construire. C'était un homme aussi de grande culture qui tenait à ce que son peuple puisse, n'est-ce pas, être exposé aux beaux-arts, aux grands arts. Aussi, n'est-ce pas, dans son royaume, tous les soirs, y avait-il des spectacles. Et les historiens sont unanimes. Même ceux qui n'étaient pas ses amis, pensez à, n'est-ce pas, Gaspard Théodore Molien, dans ses rapports qu'il faisait du royaume du Nord, il disait de ce royaume que ce fut un royaume prospère. Le royaume d'Haïti faisait commerce avec des pays de l'Europe, avec des pays de l'Afrique, avec des pays de l'Amérique. On exportait le cacao, on exportait le sucre, on exportait le café. Ceux qui étaient responsables de l'administration publique étaient des gens à la fois compétents, mais également des gens, n'est-ce pas, incorruptibles. Aujourd'hui encore, on n'entend pas de ces histoires de corruption qui semblent caractériser les gouvernements qui lui ont succédé. Et puisque l'homme avait le sens de la gestion publique, le sens de la chose publique qui devait profiter à tous et pas seulement à un petit groupe, c'est aussi l'homme qui a réalisé ce qu'on appelle la réforme agraire. Toutes les terres dont les propriétaires se retrouvaient soit en exil ou en France appartenaient d'emblée à l'État et lui-même les redistribuait à des gens qui avaient pour responsabilité de les rentabiliser. Et on devait planter
n'est-ce pas, ces terres en arbres fruitiers, le nombre était défini, on devait les planter en tel ou tel autre, n'est-ce pas, produit dont le pays avait besoin pour son autonomie alimentaire, mais également le commerce. En sorte que, lorsque on dit, écoutez, citez-moi un pays noir qui ait jamais bien marché, citez-moi un seul chef de gouvernement qui ne fut pas trempé dans des problèmes de corruption, citez-moi un seul chef d'État noir, n'est-ce pas, qui comprenne comment devrait fonctionner, n'est-ce pas, l'administration publique, eh bien, le nom du roi Henri-Christophe devrait s'inscrire en lettres d'or. Mais un autre trait qui caractérise le roi Henri-Christophe, c'est sa conception de l'autorité de l'État. Vous savez, qui parle d'État parle, n'est-ce pas, d'autorité qui est en mesure de s'établir sur un territoire et sur une population donnée. Eh bien, le roi Henri-Christophe comprenait d'instinct la nécessité de l'autorité. Il n'était pas l'homme à louvoyer longtemps. Il n'était pas l'homme à hésiter longtemps quand il fallait, n'est-ce pas, rétablir l'ordre, quand il fallait faire respecter ce que la loi, n'est-ce pas, exigeait. Et oui, justement, l'homme entre dans l'histoire comme un homme d'État exigeant. Mais aujourd'hui, 200 ans après sa mort, lorsqu'on compare ce qu'il a réalisé en 14 ans, en termes d'administration publique, en termes d'école, en termes de prospérité, et que dis-je encore, à ceux qui lui ont succédé, ceux qui sont venus après lui, n'est-ce pas, ont fait, eh bien, force est de reconnaître que c'est probablement l'un des meilleurs chefs d'État que nous n'ayons jamais connu. Si j'ai présenté cette émission sur le roi Henri-Christophe, c'était pour nous montrer que nous n'avons absolument rien à envier à d'autres peuples. Au fait, nous avons réalisé plus, sinon autant qu'eux. Ce qu'il nous manque au fait aujourd'hui, c'est des chefs d'État qui ont une vision claire de la chose publique. C'est des chefs d'État qui ne confondent pas leurs biens personnels avec les biens publics. C'est des chefs d'État qui n'entrent pas dans le service public pour se servir, mais pour servir la communauté. Ce qu'il nous manque, ce sont des chefs d'État qui ont de l'ambition, qui veulent vraiment donner l'exemple de l'excellence à leur peuple. Au fait, avec Christophe, on a une illustration, on a l'incarnation de ce que j'appelle, n'est-ce pas, l'excellence noire. Comment résister à cette petite anecdote? Vous savez que sous Henri-Christophe, nous étions la flotte maritime numéro 1 en termes de sapeurs-pompiers. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'un bateau prenait feu, lorsqu'une flotte maritime, que ce soit un bateau commercial ou bien un bateau militaire, on parle d'un bateau des États-Unis ou d'autres pays de l'Amérique, quand un bateau prenait feu sur mer, on faisait appel à notre flotte haïtienne parce que nous étions, en termes de sapeurs-pompiers sur mer, la flotte numéro 1. C'est des choses qu'on ne nous enseigne pas, c'est des choses que nous ne savons pas, c'est des choses que nous avons de la difficulté à croire parce que lorsque nous regardons notre situation actuelle, nous avons de la difficulté à nous rappeler que nous étions si haut placés. Imaginez, l'homme n'a régné que pendant 14 ans et il a fait tout cela, des centaines d'écoles, des hôpitaux, des cliniques, un système, n'est-ce pas, éducatif vanté même à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'ambition. Ce qu'il nous manque au fait, c'est des hommes d'État de son envergure, c'est des hommes d'État de son ambition, c'est des hommes d'État avec l'orgueil de la race, comme on l'appelle. Je veux que mon peuple soit connu comme étant l'un des plus grands peuples. Et il n'hésitait pas à aller chercher la compétence où qu'elle se trouve. Si nous sommes au bas de l'échelle aujourd'hui, si aujourd'hui on ose nous considérer comme des peuples
inférieurs, ce n'est pas parce qu'en soi, nous sommes inférieurs. Ce n'est pas parce qu'il nous manque, n'est-ce pas, de l'intelligence ni de la volonté. C'est parce qu'il nous manque de véritables leaders qui nous tirent vers le haut. Dans certains débats, nous sommes littéralement absents. Dans certains débats, n'est-ce pas, nous sommes minorisés, on nous traite comme des mineurs, on décide pour nous parce que on ose dire, écoutez, citez-moi un seul peuple noir, un seul pays noir qui se dirige sans ces problèmes de corruption, qui se dirige avec le sens de l'excellence. Si on se pose encore cette question, eh bien nous avons l'exemple de Christophe. 1806-1820. Il a prouvé que nous étions capables de gérer correctement la chose publique. Il a prouvé que nous étions capables, n'est-ce pas, de gérer selon les normes de la méritocratie. L'homme était en avance sur tous les domaines. Et si vous voulez vous en convaincre, lisez, je vous en prie, mais quel délice que de lire ça. Le Code Henri. L'homme avait un sens idéal de la famille, il avait un sens idéal pour l'éducation, il avait, n'est-ce pas, une vision idéale pour la jeunesse, et ce n'est guère étonnant qu'il a fait en 14 ans ce que nous n'avons toujours pas réalisé 200 ans plus tard. Voilà l'exemple que je voudrais nous apporter aujourd'hui. Quand le présent nous décourage, quand le présent nous invite à la dépression, fouillons dans notre passé et nous verrons que nous sommes descendants d'ancêtres extraordinaires. À chaque fois que notre situation nous invite au découragement, à la déprime, levons les yeux vers ces gens-là et nous retrouverons toute la fierté d'un peuple qui n'a rien à envier à un autre. C'est dans ce sens-là que Aimé Césaire, qui a écrit une pièce de théâtre sur le roi Henri Christophe, a dit, et j'aime cette phrase, « L'esclavage avait courbé le front du peuple noir. Et avec Henri Christophe, il nous a aidés à lever les yeux vers la citadelle, à lever les yeux vers n'est-ce pas, le palais sans souci. Avec lui, nous avons retrouvé notre dignité. Et ce n'est pas sans raison qu'il a ajouté que c'est véritablement en Haïti que la négritude s'est mise debout pour la première fois. Grande histoire, de grands ancêtres, c'est à nous de prouver que nous sommes des fils et des filles dignes d'eux. Un petit mot pour vous remercier, mes chers amis, pour votre fidélité à cette émission. Nos abonnements augmentent jour après jour, nous en sommes fiers. Donc nous allons continuer, n'est-ce pas, à faire des efforts pour vous apporter semaine après semaine des émissions que vous aimez, des émissions, n'est-ce pas, qui nous aident à grandir ensemble. Je dis bien ensemble, car je grandis aussi avec vous. Eh bien, nous devons continuer à faire ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire liker les émissions qui sont diffusées sur cette chaîne, n'est-ce pas, les partager dans nos réseaux respectifs, et vous avez le droit d'en partager autant que vous voulez, et troisièmement, de vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, eh bien quelqu'un a déjà fait la suggestion, donnons-nous pour mission d'aller chercher 5 autres personnes ou 10 autres personnes par semaine qui, elles, s'abonnent à notre chaîne pour que le travail que nous accomplissions ensemble, n'est-ce pas, soit connu dans des cercles plus élargis. Encore une fois, je vous souhaite une excellente semaine. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine. Au revoir.